La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Eh bien bonjour à toutes et à tous, il est 11h, nous sommes le 31 août et donc nous sommes en direct pour cette émission de rentrée. Parlons du territoire Grand Lac, donc une émission en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac. 28 communes, 80 000 habitants et un territoire dynamique, un territoire attractif et nous sommes très heureux avec ma complice et amie Sandra qui est à la technique aujourd'hui que je salue, d'être en partenaire avec notre communauté d'agglomération. 31 août, l'été se termine, la rentrée est là, donc pour toutes nos émissions, et ben voilà, vous allez les découvrir un petit peu, elles reviennent petit à petit, plus de 30 émissions. On a encore de jolis projets, des nouvelles émissions que vous découvrirez dans les prochaines semaines dans ce grand bain de la vie locale que l'on construit chaque jour avec vous et pour vous. C'est Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Ce matin, dans cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir un vice-président de Grand Lac, Jean-François Bressan, qui est maire d'Entrelacs, qui est vice-président en charge de GEMAPI. Alors, on va apprendre un peu plus sur cet anachronisme dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que GEMAPI ? On va parler de l'eau, on va parler des inondations, on va parler de l'environnement, on va parler du territoire, bien sûr. On va parler de notre lac, parce que je sais qu'il y est attaché aussi. Jean-François Bressan, qui est maire d'Entrelacs, après avoir été maire pendant quelques années d'une jolie petite commune qui s'appelle Saint-Germain-la-Chambotte. D'ailleurs, la famille Bressan a laissé sa marque dans cette commune, puisque, en faisant vite, le grand-père de Jean-François était un maire de la commune pendant aussi de longues années et a laissé une très belle image. Un de ses aïeuls a été le dernier syndic de l'époque sarde et le premier maire de Saint-Germain en 1860. On n'oublie pas de parler de son cousin Germain qui a été député de la première circonscription, un certain Jean-Paul Calou sur Aix, on s'en rappelle bien. On n'oublie pas de parler de son oncle qui a été maire aussi, vous voyez. Et puis une pensée pour son papa qui n'a pas été élu mais qui était toujours très proche de la vie publique et qui attachait aussi à sa commune une très grande importance. Il y avait une passion pour sa commune. Donc voilà, une famille qui est au service de l'intérêt général depuis longtemps. Et Jean-François Bressan est en direct avec nous ce matin dans les studios. Bonsoir. Bonjour, monsieur le vice-président de Grand Lac. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Merci de votre invitation et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vient effectivement ce matin échanger sur cette compétence un peu technique, mais on va essayer d'éclaircir ça auprès de nos écoutes. Alors, on parle un petit peu de toutes les compétences de Grand Lac. Voilà, on les diffuse un petit peu chaque mois et certaines sont un petit peu techniques. On ne sait même pas quelles sont vraiment les compétences de Grand Lac. Et là, GEMAPI, G-E-M-A-P-I. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, Jean-François Bressan ? Eh ben, c'est assez simple, Jean-Pierre. Dans GEMAPI, il y a deux mots. Il y a le GEMA, donc, qui est la gestion du milieu aquatique, et il y a le PI, qui est la protection des inondations. Donc, dans le GEMAPI, c'est une compétence technique, comme je te le disais tout à l'heure. Elle sert en tout cas à entretenir les rivières pour permettre le bon écoulement de l'eau, et notamment en période de crue, ce qui est le plus important, c'est les entretenir et aussi surveiller nos digues, parce qu'on en a plusieurs, on en a sur l'ensemble de notre territoire, et bien sûr, c'est réduire les travaux pour la protection des inondations. Dans le GEMA, on restaure nos rivières et on restaure aussi bien sûr nos eaux humides, et c'est pour maintenir en tout cas l'objectif écologique ambitieux qu'a notre territoire. D'accord, donc les zones humides, on pense tout de suite au lac du Bourget, mais il n'y a pas que ça. Des zones humides, il y en a partout, puis des cours d'eau, il y en a plein aussi. Alors effectivement, on peut peut-être simplement pour éclaircir notre écoute, rappeler comment s'exerce cette compétence sur le territoire du lac du Bourget, et elle s'exerce en 3 bassins versants. On a la gestion par le Cisalpes, qui est le bassin versant du lac du Bourget. Cette compétence, aujourd'hui, Grand Lac l'a déléguée au Cisalpes, et le Cisalpes met en œuvre la partie d'entretien des travaux sur le territoire. Simplement pour nos auditeurs, le Cisalpes, le comité intersyndical de suivi d'assainissement du lac du Bourget, qui réunit les agglos d'Aix-les-Bains et de Chambéry. De Chambéry, de Cœur-de-Chartreuse, de Cœur-Savoie, du Grand Annecy et du Militaire de Savoie. Mais il y a bien du monde. C'est près de 65 communes qui font partie du Cisalpes.
D'accord. Et qui est présidée par Marie-Claire Barbier, je crois. Marie-Claire Barbier, la présidente du CISALP, évidemment. D'accord. Alors donc, on parle de gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations avec le dérèglement climatique. On voit bien qu'il y a de plus en plus de phénomènes naturels dangereux. Les inondations, on pense bien sûr aux cirrhoses, aux digues du Cirrhose. On pense sur votre commune d'Entrelacs de l'Albinche, des marais de l'Adès et tout qui s'inondent. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Éviter tout ça. Alors, simplement, effectivement, quand on s'occupe d'une compétence comme GEMAPI, alors, comme je le disais, on a effectivement délégué une partie, on a transféré la compétence sur le SHR, qui est le syndicat du Haut-Rhône. Du coup, ce syndicat, on a transféré, il gère aussi toute la partie du Rhône, pour la Chautagne, avec des digues importantes. Effectivement, tu le disais, tu le rappelais, Jean-Pierre, le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui aujourd'hui est notre préoccupation. On a tous souvenir, et c'est une inquiétude pour nous de ne pas le voir aussi proche de chez nous, mais qu'on peut se rappeler que dans les Alpes-Maritimes, dans le village de Saint-Martin-des-Ubis, un petit dans la vallée de la Roya. Voilà, tout à fait. Un petit cours d'eau, une petite rivière, en quelques minutes, s'est transformée en torrent, a fait partir des maisons, les réseaux d'eau potable, la voirie. Il y a même eu une dizaine de morts. Plus d'1 milliard d'euros de travaux et plus de 13 000 sinistrés. Donc effectivement, c'est des événements qui nous donnent à réfléchir et qui en tout cas nous appuient pour qu'on ait un entretien de nos cours d'eau le plus important possible. Tu parlais tout à l'heure de l'Albinche. Alors sans parler d'Albinche, on a sur notre commune de Saint-Giraud, il y a quelques années en arrière, bien sûr. Une inondation assez importante au chef-lieu de Saint-Giraud. Qui a en quelques minutes aussi des trompes d'eau qui ont inondé l'église, le cimetière, l'école, coupé la route départementale. Donc voilà, il faut effectivement qu'on ait un vrai programme d'entretien sur ces cours d'eau. D'accord. Donc Grand Lac s'occupe de ça en liaison avec les communes, je pense. Alors bien sûr, cette compétence, elle est obligatoire et transférée en 2018 à Grand Lac. Avant, c'était chaque commune depuis 2014 qui avait cette compétence d'entretien des cours d'eau. Et aujourd'hui, justement, cette vision un peu plus large nous permet en tout cas de pas gérer un problème commune par commune. On a une cohérence sur l'ensemble du territoire, ce qui nous permet en tout cas d'être au plus proche de la réalité et de faire les équipements qui vont bien sur nos cours d'eau. Quels sont les secteurs les plus dangereux sur le territoire de Grand Lac ? Le secteur le plus dangereux aujourd'hui... Ou qui vous pose le plus de soucis ? D'inquiétude. L'inquiétude, comme on le disait tout à l'heure, avec le changement climatique, il est sur tout le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une poche d'eau qui tombe sur un territoire précis. On a de la pluie sur Entrelacs, on l'a pas sur la Biole, on l'a pas sur Aix-les-Bains, on l'a pas sur la Chautagne. Donc ça, c'est très important. Mais on a quand même, au niveau des digues, la Lesse, qui est en tout cas la Lesse, d'accord. Qui est en tout cas sur la protection des digues, un des plus gros chantiers qu'on est en train de s'atteler. C'est près de 13 millions d'euros de travaux qui vont être réalisés sur la digue de la Lesse pour toute la protection à l'arrivée de Chambéry, sur Voglan et sur la zone économique. De Technolac. De Technolac. Voilà, et ça, c'est un des gros chantiers de notre mandat. Donc la Lesse, le Cirrhose aussi, on se rappelle des travaux qu'il y a eu pour la sécurisation des digues. Tout à fait. Au Cirrhose, il y a eu une belle sécurisation des digues. C'était un chantier aussi d'envergure, avec là une méthode un peu spéciale. C'est des pales planches qui ont été posées pour renforcer la digue. Est-ce qu'au niveau de la pédagogie, il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il faut entretenir, par exemple, les personnes qui habitent au bord des cours d'eau ? Est-ce qu'il y a un entretien des digues à faire pour éviter les crues, enlever les arbres ou même sur les petits cours d'eau, quoi, comme l'Adès, par exemple, s'il y a un arbre qui bouge, hop, il y a une grosse pluie, ça inonde. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le travail du CISALP. Le CISALP a un rôle de surveillance, un rôle aussi de pédagogie, de mise en tout cas en information de notre population par rapport à ces entretiens. Donc les cours d'eau sont effectivement surveillés, entretenus par le CISALP, mais vous savez que la compétence GEMAPI, l'entretien des berges incombe aux propriétaires. C'est-à-dire que chaque riverain doit s'occuper de l'entretien de sa berge. Ça peut être le riverain, peut être un particulier, peut être une collectivité, une entreprise, et chacun doit s'occuper de sa berge. Comment est-ce qu'on finance cette compétence GEMAPI ?
Alors cette compétence GEMAPI, on la finance. Grand Lac a fait le choix, c'est au choix de la collectivité, de mettre en place une taxe GEMAPI. Donc cette taxe GEMAPI finance vraiment la réalité des travaux qui sont réalisés année par année. C'est-à-dire on est estimé sur un PPI de quelques années. Un PPI, c'est quoi? Plan pluriannuel d'investissement. Pour permettre en tout cas d'avoir une vision un peu plus long terme d'environ 2,2 millions d'euros de travaux. Donc ça comprend les investissements, le fonctionnement donc les investissements et le fonctionnement de cette compétence sur notre territoire. Donc ça nous rappelle ce que je viens de dire sur aller couper un arbre, sur en tout cas une surveillance de nos crues. Et cette taxe, donc toutes les années, on prélève 2,2 millions sur la feuille d'imposition qui est adossée à la taxe d'habitation sur les dernières, en tout cas sur les dernières taxes d'habitation qui restent, et sur le foncier bâti et sur le non bâti. D'accord. Donc c'est une taxe qui est payée par chaque particulier. C'est les particuliers qui à travers leur imposition payent cette taxe. Mais on peut imaginer que lorsque l'on aura fait tous les travaux qui incombe à GEMAPI, elle peut être retirée parce que non, c'est pas un impôt qui sera permanent. Là, on adosse en tout cas à cette taxe qui est prélevée des travaux qui sont réalisés sur le territoire. Quand on est maire d'une commune comme Entrelacs où il y a des risques, quand on est vice-président en charge de ce dossier, quand il y a des grosses pluies, on ne doit pas dormir tranquille. Il paraît même que sur Entrelacs, quand il y a des grosses pluies, on voit une voiture en pleine nuit qui circule un petit peu partout et qui va voir si tout va bien, notamment au chef-lieu d'Albins où il y a eu une grosse inondation il y a quelque temps avec des commerces qui ont été touchés. Je pense qu'il n'y a pas que cette compétence qui demande au maire d'effectivement de temps en temps de prendre sa voiture et d'aller voir ce qui se passe dans sa commune. Je pense que pour d'autres compétences, les maires le font aussi. Effectivement, quand on a vécu quelques épisodes pluvieux et qu'on voit, comme on le rappelle encore, mais c'est vraiment ce qui nous arrive aujourd'hui. On a des épisodes pluvieux qu'on n'explique pas parce qu'on a vraiment des quantités d'eau énormes qui tombent, un orage qui arrive et qui dure 10 minutes, un quart d'heure, mais sur laquelle la quantité d'eau qui est tombée est vraiment importante. Donc oui, on prend la voiture et de temps en temps, on est bien content de croiser aussi quand on va faire ces petites visites nos sapeurs-pompiers qui sont toujours présents pour venir en tout cas aux aides et des particuliers et bien sûr c'est une liaison permanente avec les sapeurs-pompiers volontaires et puis les professionnels aussi. Tout à fait, les pompiers volontaires qui sont bien sûr en appui de nos sapeurs-pompiers professionnels, mais lorsqu'il y a des incidents comme ça, ils sont bien sûr les premiers en œuvre sur notre territoire pour aller, ça paraît pas très important, mais pomper une cave d'une vieille dame qui se sent inondée, et d'une famille, tout à fait. Tout à fait. Donc, beaucoup d'actions menées sur les cours d'eau et puis donc sur le lac aussi. Alors maintenant, en Chautagne, il y a un peu moins d'inondations avec le rôle du canal de Savière. Tout à fait, il y a un peu moins d'inondations, mais la Chautagne, on sait qu'elle est bordée par le Rhône. Et le Rhône, c'est aussi, en tout cas, l'évolution et la vie du Rhône est aussi quelque chose qui peut à tout moment être bousculé. On sait l'importance, en tout cas, des digues sur la Chautagne, et on est en train de travailler. Alors, je vous disais tout à l'heure que le CISALP gérait toute la partie 65 communes. 65 communes sur la partie versant bassin du lac du Bourget. Le SHR, qui est le syndicat du Haut-Rhône, sur lequel Grand Lac a délégué là carrément sa compétence, gère toute la partie de la Chautagne, et là on a un vrai travail aussi avec des montants assez importants de restauration et d'entretien des digues pour protéger la zone de Saumon et tout en tout cas tous ces territoires proches du Rhône. Est-ce que les travaux qui sont faits sont efficaces? Est-ce que c'est plus tranquille après? Voilà, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord, mais voilà, c'est alors quand même... le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, on est quand même appuyé par des bureaux d'études et par en tout cas des organismes qui sont capables de faire des modélisations, qui sont capables de nous montrer. Notamment peut-être. Alors là, c'est plutôt sur la montagne, mais effectivement, c'est peut-être aussi des entreprises qui sont capables de répondre à ces appels d'offres. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des modélisations, on est capable de faire voir que sur un territoire de X mètres carrés, avec une certaine quantité d'eau qui tombe, on sait à peu près comment va se comporter les cours d'eau, ce qui nous permet quand même d'avoir, en tout cas, les travaux qui sont faits sont quand même des travaux qui sont de qualité et qui servent à quelque chose. Et qui coûtent cher.
Et qui coûte cher. Qui coûte cher. On est toujours en direct à 11h15 avec Jean-François Bressan, vice-président de Grand Lac. On va marquer une pause musicale, mais pas n'importe laquelle. C'est lui qui a choisi le titre. Et c'est Balavoine parce qu'il aime beaucoup ce chanteur qui est mort un 14 janvier. Et c'est une date qui lui parle. Mon fils, ma bataille. Parce que je crois que depuis quelques jours, on l'annonce en direct sur Radio Grand Lac, notre vice-président est papy. Et un tout jeune papy. Un papy d'un petit Jules. Un petit Jules, et bien sûr, le papa de ce petit Jules est très connu sur Aix-les-Bains, c'est Florian Bressan, un chef apprécié, un chef aimé. On se rappelle tous de ce qu'il a fait pendant le Covid. Notamment où il fournissait à manger aux bénévoles qui agissaient. Donc on souhaite plein de bonheur à Florian, à Alicia, hein. Et puis une longue vie au petit Jules. Et donc pour le papy, on va passer Mon fils, ma bataille. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. À 11h20 tout juste, nous sommes à nouveau en direct sur le 92.1 et radiograndlac.com pour cette émission mensuelle Parlons du territoire Grand Lac, une émission en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac. Et ce matin, nous sommes toujours avec Jean-François Bressan, vice-président en charge de la compétence GEMAPI. Donc on en a bien parlé dans une première partie, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, de gros travaux, notamment sur notre territoire où l'eau est quand même bien présente, avec le lac, avec des cours d'eau qui alimentent le lac, avec des zones de marais. On va continuer cette partie, mais peut-être un petit mot, comme on parle de l'eau, Jean-François Bressan, pour parler de la situation des nappes. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? On a vu là, en quelques jours de canicule, comme la forêt est passée à sa couleur automnale, ça a été impressionnant en 3-4 jours. Ça fait quand même peur, non ? Oui, ça fait peur. Alors, vous savez que la gestion de l'eau potable, c'est pas la gestion de GEMAPI. Tout à fait. Mais effectivement, voilà. J'ai été pendant quelques années président d'un Rigolet, du Rigolet. Donc le Rigolet qui prend sa ressource en Chautagne, à Chindrieux plus précisément, où on avait déjà à l'époque, en tout cas on sait que la réserve en eau c'est important, la ressource en eau c'est important, et on avait déjà réfléchi à retrouver des ressources en eau pour notre territoire, ou sur la commune de Serrières-à-Chautagne, un site important, en tout cas sur la quantité et la qualité de l'eau a été identifié, qui pourra dans les années à venir, en tout cas, apporter un petit souffle à notre territoire. Robert Aguetas, qui est le vice-président en charge de notre eau potable, est beaucoup mieux amène que moi de parler de l'eau sur le territoire, mais faisant partie de certaines commissions, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, les ressources sont des ressources qui sont en baisse. On a de plus en plus de petites ressources qui sont complètement déficitaires et que l'on est obligé d'arrêter. Le travail qu'a fait Grand Lac sur cette compétence est importante. Et là, on peut en tout cas souligner l'importance et le travail de nos techniciens qui ont proposé en tout cas à nos élus un vrai maillage du territoire. Et aujourd'hui, malgré toutes les difficultés et toute cette sécheresse, on peut dire que nos habitants ne manquent pas d'eau et on sait pallier en tout cas un nombre important de manque d'eau. En tout cas, c'est impressionnant. Suite à la sécheresse de l'année dernière, la montagne de la Biole, la montagne de la Chambotte que vous connaissez bien, en quelques jours, elle est devenue tout orange et les feuilles tombent. Tout à fait. Le projet Au Climat, on agit, point d'exclamation. Au Climat, on agit. Donc, c'est en lien avec le CISALB encore, avec ce comité syndical qui est tellement important, que préside encore une fois Marie-Claire Barbier. C'est quoi ce projet Au Climat, on agit ? Alors c'est pareil, Au Climat on agit, je vous en dis quelques mots ce matin, mais c'est plutôt un projet qui est en tout cas mené par Robert Aguetas à travers le CISALP, parce que la ressource en eau est en tout cas l'interférence entre le GEMAPI et l'eau potable, et l'eau en tout cas elle est précieuse, et effectivement c'est l'agence de l'eau avec le CISALP qui a demandé et qui a proposé aux communes de s'engager en tout cas sur ce défi Au Climat on agit. Un nombre important des communes de notre agglomération s'est déjà engagé, ce qui vous propose plusieurs thèmes à l'intérieur de cette petite forme de travail qu'on peut faire sur Au Climat on agit, et une qui va être très visible par nos habitants.
Lorsqu'on a signé cette convention, le Cisalpes nous a remis un petit pochoir où dessus il est marqué l'eau du lac. L'eau commence ici, voilà. C'est pas forcément au bord du lac. Hein. C'est pas forcément au bord du lac. C'est même pas au bord du lac. Au sommet de Cessan, on peut avoir l'eau commence ici, parce que l'eau qui part dans un eau pluviale d'une commune comme Cessan atterrira demain ou peut-être même prochainement au lac du Bourget. Au lac du Bourget. Donc, concrètement, on agit. On fait quoi ? Eh ben justement, quand on agit, on fait beaucoup en tout cas de prévention. Oui. On essaye de mettre en œuvre et en tout cas de beaucoup de pédagogie auprès de notre population pour faire voir que aujourd'hui l'eau potable c'est précieux. On va devoir en tout cas trouver des solutions pour peut-être demain faire de la récupération d'eau. Pour les toilettes, aujourd'hui, mettre de l'eau potable dans une toilette, dans des toilettes, on peut vraiment se poser la question. Et en tout cas, c'est par cette forme d'intervention auprès de notre population, de toutes ces méthodes que l'on peut faire pour justement amener à économiser l'eau. Et dans cet eau climat, on agit. On a aussi toute la partie végétalisation que l'on peut faire dans nos cours d'école pour déperméabiliser les sols lorsqu'il est possible. Et chaque commune peut en tout cas déposer des dossiers où là, derrière, par le biais de l'agence de l'eau, on peut avoir des subventionnements pour mettre en œuvre ces récupérations, ces déperméabilisations des sols dans les écoles, dans les domaines publics et privés. Dans le domaine public. Et en fait, pour chaque particulier, ce sont des gestes simples à avoir. C'est des gestes simples, il faut simplement... il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Je pense qu'en tout cas, les épisodes, tu le rappelais tout à l'heure, mais les épisodes caniculaires qu'on vient de vivre nous fait en tout cas apprendre à chacun qu'il sera important que l'eau est un bien précieux. Tout à fait. Et puis voilà, c'est aussi par des gestes simples. On ne balance pas son mégot dans la bouche d'égout parce qu'ensuite, c'est traité, ça va dans le lac et tout. Quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. On met pas de produit, on fait pas la vidange de sa voiture et on la met dans un regard d'eau pluviale. On sait que demain ça va au lac et le lac derrière c'est la nappe et la nappe c'est l'eau et etc. Donc effectivement. Et puis Entrelacs est une des communes riveraines du lac du Bourget, donc il y a une sensibilisation encore accrue quoi. Alors plus que riveraine parce qu'on a même une petite partie du lac du Bourget sur la commune déléguée de Saint-Germain-la-Chambotte effectivement, mais la sensibilité en tout cas à ce lac du Bourget elle est importante et il faut aussi qu'on tous ensemble on essaye de l'entretenir et de le protéger pour sa pérennité. Marie-Claire Barbier pourrait en parler aussi, mais donc la qualité de l'eau du lac du Bourget maintenant, elle est bien meilleure qu'avant justement. Ça c'est un travail justement qui a commencé déjà depuis plusieurs années avec le Cisalpes, qui a été un vrai travail avec au niveau du monde agricole, des collectivités. Parce qu'on est aussi passé par des équipements comme zéro pesticide. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités sont engagées à ne plus utiliser du tout de pesticides. Un vrai travail avec les agriculteurs et effectivement, aujourd'hui, notre lac du Bourget est vraiment un lac de qualité. On entend même de temps en temps dire qu'il est trop propre. Il est trop propre, donc voilà. Et qu'il y a moins de poissons. Voilà. Je suis pas pêcheur, donc. Est-ce que le vice-président en charge de GEMAPI va se baigner dans le lac ? S'il avait le temps, il irait se baigner dans le lac, mais en tout cas, on peut voir qu'avec les aménagements aussi qui ont été faits tout au long de nos lacs, on a énormément de gens qui s'y baignent et qui passent des moments agréables au bord de notre lac. Est-ce qu'il y a des projets au niveau de Grand Lac, juste pour améliorer encore tout ça, pour la pédagogie, pour que tout aille encore mieux? Il y a les travaux à faire, on a bien compris, qui sont chers et qui demandent un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont dans les tiroirs ou... Alors des projets, c'est une continuité. Aujourd'hui, sur la pédagogie, le Cisalpes a mis des repères de crues justement pour faire voir à notre population. Alors là, on retombe dans la protection des inondations, mais pour alerter les gens avec à certaines dates où il y a eu des crues importantes et où demain ça pourrait encore réintervenir. Donc voilà, c'est toute cette pédagogie qui est faite au niveau de notre population qui est importante. Donc encore de belles actions à mener pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Jean-François Bressan, on en a fini avec cette première partie. On va aller maintenant sur une deuxième partie puisque vous êtes maire aussi, engagé depuis 2001 dans la vie publique, premier adjoint de Robert Fleuret, puis ensuite maire en 2002.
jusqu'à la création de Entrelacs au 1er janvier 2016. Vous avez été maire d'une commune de 500 habitants. Peut-être moins avant même, 450, maintenant un peu plus de 500, la commune de Saint-Germain-la-Chambotte. Devenu maire Entrelacs, 6500 habitants, ça change ou pas? Oui, ça change effectivement. Alors, maire d'une commune de 500 habitants, des conseillers municipaux, tu en as fait partie, Jean-Pierre, et tu connais aussi ce qu'est la vie et l'engagement. C'est effectivement, c'est différent. Être maire d'une petite commune de 500 habitants, on est proche de notre population, on a des projets à l'échelle d'une commune de 500 habitants. La commune nouvelle, donc, qui a été créée en 2016. Qui rassemble 6 communes de l'ancien canton d'Albins. Tout à fait. Qui rencontre 6 communes. Donc, c'est Bernard Marin et Claude Giroux qui ont été à l'époque un peu les initiateurs de cette commune nouvelle. Pourquoi cette commune? Les 6 maires, voilà. Oui, oui, bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais bon, il y a quand même eu des moteurs, et Bernard Marin l'a peut-être été un petit peu plus encore. Pourquoi cette commune nouvelle? Très clairement, c'était la disparition de notre communauté de communes de l'Albanais, du canton d'Albins, qui exerçait de nombreuses compétences, qui aujourd'hui n'étaient pas repris par la communauté d'agglomération. Il fallait qu'on les exerce. Tu parlais tout à l'heure de Saint-Germain. Je pense qu'on a un exemple assez concret sur notre commune de Saint-Germain. On avait développé par le biais de la communauté de communes une crèche qui était en tout cas intercommunale, les investissements avaient été faits portés par la commune de Saint-Germain. La gestion même de cette crèche par une petite commune de 500 habitants aurait été très très difficile. Et donc voilà, la création de cette commune nouvelle était en tout cas importante pour la gestion des compétences qui n'ont pas été transférées à l'agglomération. Maintenant que vous êtes maire d'Entrelacs, si c'était à refaire cette commune nouvelle, est-ce qu'il y a encore de nombreux avantages? Est-ce que vous y voyez des inconvénients, les communes déléguées? Est-ce que la population ne se sent pas peut-être un petit peu loin? Je ne sais pas. Si c'était à refaire cette commune nouvelle, il y en a eu de fait en Savoie. Maintenant, on n'entend plus parler des communes nouvelles. Alors, est-ce que c'est toujours une bonne chose? Alors, on n'entend plus parler des communes nouvelles. Peut-être que en tout cas, l'habitant de nos communes n'entend moins parler. On a encore fait une réunion de travail avec Cédric Vial, le sénateur, qui sont aujourd'hui plutôt, en tout cas, en essayer de redonner un élan à ces communes nouvelles. On voit que certaines petites communes, il y a énormément de petites communes en France, ont du mal, en tout cas, à continuer à faire leurs investissements avec la baisse de dotation de l'État. Ça, c'est réel. On n'a pas fait la commune nouvelle par rapport à l'aspect financier. On l'a fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, par rapport à des compétences qui ont été perdues. Un peu plus de poids aussi à Grand-Lac dans cette grande communauté d'agglomération. Ouais, un peu plus de poids. Je pense qu'une petite commune à Grand-Lac a autant de poids qu'Entrelacs. Je pense pas que c'est une histoire de poids. C'est vraiment une histoire de compétences qui ne sont plus exercées, de moyens de ces compétences. La technicité aujourd'hui, et on l'entend, on n'a plus de secrétaire de mairie. Une secrétaire de mairie d'une commune, il faut tout savoir faire, le budget, le social. Aujourd'hui, c'est vrai que le plus qu'amène une collectivité, et certains maires nous le redisent, c'est quand même la technicité de l'urbanisme, du personnel à gérer. Et donc voilà, Entrelacs est structuré, c'est quand même un peu plus facile pour le personnel de s'y retrouver. Après, aujourd'hui, on a quand même l'identité de chaque commune qui est conservée. On a des élus dans chaque commune, on a un maire délégué dans chaque commune. Est-ce qu'on va le garder, ça? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut le garder? Il faut le garder, évidemment. Il faut garder l'identité de ces communes. On a dans chaque commune des permanences de mairie. On a l'état civil qui reste à la commune. Les mariages sont faits dans sa commune. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui perdurera et qui, en tout cas, a été un peu gravé dans le marbre à la création de la commune nouvelle. 33 élus, je crois que la prochaine fois, c'est moins, non? Oui, alors ça, c'est quelque chose sur lequel je suis intervenu auprès de Cédric Vial pour voir s'il y avait possibilité, justement, de garder cette dérogation. Parce que, alors là, à l'inverse de compétences qui sont exercées différemment, le nombre d'élus de passer de 80 élus comme l'était l'addition
des 6 communes à 33. Effectivement, ça fait beaucoup. Et de repasser à 29, je trouvais que le nombre de 33 était déjà en tout cas un peu plus confort. Si on pouvait le garder, c'était quand même important. Alors vous parlez de 80 élus, de 33 élus. Avant, vous étiez maire d'une commune où il y avait 11 élus. Est-ce que c'est facile à gérer une équipe de 33 élus ? Non, c'est pas facile à gérer. Comme toute gestion d'humain. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui viennent bénévolement, qui ont chacun leurs idées, parce qu'on n'a pas fait, en tout cas, on fait pas de choix politiques quand on fait une liste dans nos communes. Donc, avec des personnes qui sont différents, et il faut effectivement arriver. Et c'est même compliqué. C'est même compliqué. Et on a aussi la gestion d'une opposition que l'on n'a pas généralement comme on avait dans une commune. Dans une petite commune, tout à fait. Voilà, mais voilà, toutes ces choses-là sont aussi là, c'est ce qui rend intéressant notre. Donc, pas de regret sur. Pas de regret. Non, pas de regret. De toute façon, il faut qu'on avance. Il faut qu'on puisse rendre, en tout cas l'engagement, et moi j'en faisais partie, comme tu le répétais tout à l'heure, mais l'engagement en tout cas des élus, c'est une commune nouvelle, mais que l'habitant ne s'aperçoive pas qu'il soit dans une commune et qu'il ait en tout cas les mêmes avantages et les mêmes en tout cas services à la population. Je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Et on essaye en tout cas de faire au mieux et d'améliorer sur certains points comme on peut le faire. Encore quelques petites questions. Est-ce que c'est facile pour un élu d'Entrelacs, justement, de prendre un peu cette conception d'élu Entrelacs et pas d'élu d'une commune déléguée, et de voir que l'argent va dans une autre commune déléguée, en sachant que c'est la même commune. Mais est-ce que les mentalités évoluent un peu ? Est-ce que c'est difficile de faire non, mais c'est tout l'intérêt de mener une équipe de 6 communes déléguées où chaque maire justement fait attention à ce que sa commune soit bien représentée, Est-ce qu'il y a un petit peu des conflits parfois ? Non. L'argent c'est toujours pour toi, Non, pas du tout. Non, parce que au moment de la mise en place d'un budget, on échange sur les projets. Je vais réutiliser les termes que j'utilisais tout à l'heure, mais quand on est structuré, quand on a en tout cas une commune de la taille d'Entrelacs avec quand même 7 millions de budget de fonctionnement et autant en investissement, une petite commune ne pourrait pas avoir ça. Voilà, on a un PPI, donc un plan pluriannuel d'investissement. Toujours pareil. Et aussi, chaque commune a fait la liste de l'entretien de ses bâtiments, l'état de ses voiries, et tout ça, on travaille ensemble et on regarde ce qui est le plus urgent, on regarde les priorités, et chaque commune passe à un moment donné. Donc voilà, il y a en tout cas aujourd'hui une vraie réflexion sur l'ensemble des communes. Ça fonctionnerait presque un petit peu comme une interco, mais ce n'est pas une interco. C'est un peu ce qu'on a fait. C'est un peu le fonctionnement d'une interco. C'est un peu le fonctionnement d'une petite communauté de communes, comme on a pu connaître. En tout cas, qui garde un nombre un peu plus important de compétences que ne l'a pas une commune. Et au niveau de la population, en 7 ans, est-ce qu'on arrive à avoir plus d'Entrelaciens et d'Entrelaciennes que de Saint-Germinois, que de Cessanais, que de Moniardins, que d'Albanais, que de... Voilà, j'en oublie, mais c'est vraiment... Non, mais alors, est-ce qu'on se sent Entrelacs, est-ce qu'on se sent Entrelaciens ? Non, mais alors je pense qu'effectivement, se sentir Entrelaciens, il faudra quelques années encore, en tout cas pour un nombre important. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les nouveaux habitants, les gens qui arrivent sur notre commune, se sentent à Entrelacs, parce qu'ils n'ont pas l'historique de chaque commune, mais effectivement, je pense que pour les anciens qui sont nés dans leur commune, Entrelacs, c'est encore un petit peu loin. Sur la commune d'Entrelacs, il y a peut-être le plus beau spot du département, et on sait que vous y êtes attaché familialement, historiquement, et on se rappelle bien sûr de tout ce qui a été fait pour que ce lieu devienne public. C'est le belvédère de la Chambotte. Le belvédère de la Chambotte qui maintenant est géré, donc les murs appartiennent à Grand Lac. La gestion a été déléguée donc à un particulier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce belvédère que vous avez participé à la gestion, bien sûr? Ouais, moi je pense l'acquisition il y a quelques années de ça. Je pense qu'on peut dire que c'est en tout cas une fierté d'un maire d'une petite commune, parce qu'à l'époque, quand on a pu récupérer ce site
Ça n'a pas été facile, je crois. Ça n'a pas été facile. Et là, j'étais élu de Saint-Germain-la-Chambotte et la commune d'Entrelacs n'existait encore pas. Mais effectivement. Puis vous aviez des liens familiaux qui pouvaient vous bloquer un peu, voilà. Ouais, mais bon, on a su faire la part des choses. On a été, en tout cas, on n'a pas regardé ces liens familiaux. On s'est justement là sur l'intérêt général. Et je pense qu'on peut peut-être le saluer et dire un grand merci à l'époque à Dominique Dor, qui a en tout cas président de l'agglomération de l'époque fait le choix avec Bernard Marin d'acquérir ce site. Aujourd'hui, c'est un site qui accueille le public, sur lequel je ne suis pas certain qui aurait pu partir chez un privé et sur lequel on aurait peut-être plus en tout cas eu le plaisir de contempler cette magnifique vue, comme tu le disais, Jean-Pierre, et aussi on a peut-être eu la petite coup de chance du destin de trouver un jeune couple qui est tombé amoureux de cette région et qui nous fait en tout cas un travail formidable pour cette délégation, ce qui n'est pas toujours le cas, en tout cas quand on met en délégation ça marche bien, hein. Je pense que ça fonctionne. Ça tourne. Jean-François Bresson, on arrive au terme de cette émission. Vous êtes vice-président, vous êtes maire d'une commune de 6000 habitants. Quand on passe dans la plaine de Grésy ou à la Biole, c'est bien rare qu'on ne croise pas la voiture. Souvent sur les routes. Vous carburez à quoi ? Quelle est cette énergie ? Quelles sont vos passions à côté de ça ? Eh ben, l'eau. L'eau ? D'accord, voilà. Donc, non, mais quelles sont vos passions, quels sont vos hobbies, quels sont vos moyens de vous évader? De m'échapper, je fais beaucoup de marches, je monte en montagne, je fais de la marche, mais c'est clair que mes principales passions aujourd'hui, c'est mon travail, parce que j'adore ce que je fais. Vous travaillez dans une carrière, je crois aussi. Oui, dans une carrière à Grésy-sur-Aix. Ça, c'est une de mes passions. Et puis après, effectivement, il faut avoir peut-être le tonus de faire 2 fois 35 heures par semaine. Mais ça, en tout cas, aujourd'hui, la santé, en tout cas, mon envie me le permet. Je sais pas demain de quoi sera fait. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai pris quelques cheveux blancs de plus en prenant un grade. J'ai dit ça, moi. Ah non, mais c'était en le grade antenne, que t'as dit, voilà. Non, mais en tout cas, oui. Blancs, puis alors une paire de lunettes maintenant aussi. Et oui, malheureusement, une paire de lunettes. Peut-être bientôt demain des appareils pour l'édition, Jean-Pierre. Mais ça, c'est la vie qui avance et en tout cas c'est un beau challenge Entrelacs et on est en tout cas heureux d'en faire partie. Voilà, c'était Parlons du territoire avec Jean-François Bresson. On pense bien sûr encore, personnellement je pense en ce moment à son papa, et puis on pense bien sûr à son grand-père, à son oncle, son grand-père que je n'ai pas connu mais qui a laissé une trace indélébile dans une jolie commune de l'Albanais. Merci beaucoup Jean-François Bresson. Parlons du territoire, c'est fini pour maintenant. On se retrouve le dernier jeudi du mois de septembre avec un nouvel invité. Bon appétit à toutes et à tous pour celles et ceux qui vont passer à table. À midi, c'est Maxime avec le flash info national, local et puis la météo et puis la playlist. Puis à partir de demain, à partir de lundi même, ça redémarre plein pot. Toutes vos émissions, nos animateurs sont prêts, ils sont reposés et on va faire avec vous, avec ma complice amie Sandra que je salue encore une fois, une superbe saison sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Merci Jean-François Bresson, au revoir. Merci. Radio Grand Lac, votre radio.